Jeudi 26 novembre 2020, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Merci d'être sur la télévision Labari. Le palais de la présidence de la République du Niger a servi de cadre ce jeudi matin pour l'oraison funèbre de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, décédé le 24 novembre dernier ici à Niamey. Le président de la République, Issifou Mahamadou, les anciens présidents et chefs de l'État, les autorités civiles et militaires, les parents, familles, amis et connaissances du feu président Tanja Mamadou étaient tous ce matin au palais de la présidence pour lui rendre un dernier hommage. Le temps fort avec Ismaël Moumouni sur les images de la télévision Bonferré. Placé dans un cercueil couvert de l'étendard de sa patrie qu'il a servi avec bravoure et loyauté, c'est la posture dans laquelle se trouve l'ancien président de la République du Niger, Tanja Mamadou, rappelé à Dieu le mardi à Niamey. Nombreux sont les autorités civiles et militaires, parents, amis et compagnons du défunt à lui rendre un dernier hommage à la présidence. Attaché à la justice sociale et au respect scrupuleux des biens publics. Homme de conviction et d'action, qui voulait un culte à la compétence, à l'excellence et à l'intégrité morale, la préservation de la paix sociale, de l'unité nationale est restée pour toi une préoccupation de tous les instants. Pour tout dire, tu aimais le Niger, tu aimais les compatriotes pour que tu te plaçais au-dessus de toutes les considérations et pour l'intérêt duquel tu étais prêt à tous les sacrifices. Ton programme spécial en sera la matérialisation concrète. Tu es resté égal à toi-même de par ton nationalisme légendaire. Tu étais résolument déterminé à valoriser et revaloriser nos ressources naturelles. Tu as tenu à faire du Niger un pays pétrolier et accélérer par ce fait son épanouissement économique par une ouverture et une diversification de nos partenaires. Désormais, invité à prendre en compte les intérêts du Niger et de son peuple. Pendant ton magistère, le pays a connu la paix et la sécurité, bravant tous les défis et privilégiant le dialogue entre frères. Tu as réussi à faire déposer les armes par les frères entrés en rébellion. Après l'oraison funèbre, le cortège mortier a pris la direction de l'aéroport international Dioré Hamani. Sur la voie, la population est sortie pour dire ses adieux à celui-là même qui a donné toute sa vie au service de son pays. Honneur salué par la famille du défunt. J'ai perdu mon papa, il faut dire. C'est un papa. N'est-ce pas? Hein? C'est un papa. Que Dieu le pardonne. Que le bon Dieu le pardonne de ses péchés. Oui, il a tout eu. Il a tout eu. Il a tout eu. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu? Hein? Alhamdulillah, Dieu merci. Allah me gahara. Allah me gahara. Beaucoup d'émotions parce qu'on ne sait pas quoi dire, quoi. C'est-à-dire, cet homme-là, il a tout fait pour le Niger. Vraiment, c'est un père, en tout cas, il est tout pour le Niger. Il a fait depuis qu'il était dans l'armée. Donc, c'est un ami de mon père et moi, c'est mon père adoptif. Moi, j'ai grandi chez lui, je le connais parfaitement. Donc, vraiment, on a perdu un homme. C'est à la hauteur, vraiment. C'est très bien, les gens ont été reconnaissants, vraiment. Le corps de Tanja Mamadou a été acheminé dans l'avion présidentiel devant ses proches qui lui ont prononcé des Fatiha pour le repos de l'âme. Affectueusement appelé Baba Tanja, l'ancien président de la République a été enterré dans son village natal à Manesoroa, situé dans la région de Difa. Que son âme repose en paix. Amen.
Merci Ismaël Moumouni. Le Niger est donc en deuil de 3 jours avec le décès de l'ancien président de la République Tanja Mamadou le 24 novembre dernier. Cet ancien officier des forces armées nigériennes Tanja Mamadou a géré le Niger de 1999 à 2010 avant d'être renversé à la suite d'un coup d'État. Qui était Tanja Mamadou et qu'est-ce qu'il a fait pour le Niger? Suivez plutôt. Arziki ba komi bane dauda ne gobe abin da nake nema wajen Allah yawa gare shi to dole in bautata ma yan ƙasa dan Allah ya biya ni gobe kawai. Propos d'un homme d'État soucieux du devenir de la population, un homme imbibé du patriotisme, un homme donc au service de sa population, surtout celle du monde rural. Tanja Mamadou nous a quittés, mais ses œuvres restent à jamais gravées dans les mémoires des Nigériens. Cet ancien officier des forces armées nigériennes, né à Méné dans la région de Difa il y a 82 ans, a servi le Niger avec loyauté, d'abord en tant que militaire, en occupant plusieurs postes de commandement dans les différentes unités des forces armées nigériennes de 1963 à 1991. Et puis, en tant que civil, il avait occupé plusieurs postes de responsabilité avant d'être à la tête de la magistrature suprême du Niger en 1999 pour d'abord un premier mandat de 5 ans sous le slogan « Prêtez-moi 5 minutes de votant pour vous servir pendant 5 ans », autrement dit « Kubani Aramunti Biel Mbautamu Kushekara Biel ». Un engagement visiblement honoré par le président Tanja qui a été réélu sans grande difficulté pour un nouveau mandat de 5 ans en 2004. 5 années durant lesquelles le président Tanja avait appuyé sur l'accélérateur pour servir davantage la nation nigérienne. Durant ces 2 mandats, Tanja Mamadou a orienté ses actions envers le monde rural à qui il a de l'estime et de la considération. Ainsi, à travers son programme spécial, plusieurs villages, même les plus reculés de toutes les régions du pays, ont bénéficié de nombreuses infrastructures, notamment des cases de santé, des salles de classe, des menus adductions d'eau de puits modernes. Et les femmes de leur côté ont bénéficié des crédits et des animaux, notamment pour l'embouche bovine. Bref, sous le régime Tanja Mamadou, la population nigérienne, notamment celle du monde rural, a trouvé son compte. Cette même population était en contact direct avec le président Tanja à l'occasion de toutes ses sorties en région. C'est dire que le président Tanja Mamadou, tout au long de ces 2 mandats, était à l'écoute de son peuple. Sur le plan social, les contestations étaient moins accentuées. La justice a fonctionné à la grande satisfaction des citoyens nigériens et même des acteurs de la justice. L'affairisme était moins développé, les salaires des soldats, des médecins, des juges, bref, ont été revus à la hausse. Tout marchait à la grande satisfaction de la grande majorité des Nigériens qui étaient encore derrière Tanja quand il avait imposé son autorité sur la France et les autorités françaises de l'époque contraintes de revoir le contrat minier en valorisant le prix de l'uranium pour aboutir à un contrat gagnant-gagnant comme il souhaitait le dire lui-même. Tanja a finalement libéralisé le secteur minier en s'orientant vers de nouveaux partenaires. En rappel, c'était sous son régime que le premier pétrole brut nigérien a commencé à jaillir. Il était également l'initiateur des fêtes tournantes du 18 décembre. Tanja était donc dans une logique de refondation de la République du Niger avec l'adoption de la 6e constitution vers la fin de son 2e mandat sous contestation des autorités actuelles opposant à l'époque jusqu'au coup d'État du 18 février 2010. Et depuis la chute de son régime en 2010, le président Tanja s'était mis à l'écart dans son domicile au quartier aéroport pour observer impuissamment la gestion des affaires publiques au Niger sans dénonciation aucune jusqu'à sa mort le 24 novembre 2020, 2 semaines après la date anniversaire du décès du général Sénou Kounché qui a également travaillé avec Tanja Mamadou de 1974 à 1987. Les témoignages continuent donc à quelques jours après la disparition de l'ancien président de la République du Niger, Tanja Mamadou. Nous vous proposons de suivre aujourd'hui celle de l'ancien correspondant de RFI au Burkina Faso et l'actuel ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari.
Alpha Barry, quel souvenir gardez-vous de Mamadou Tandja? Je garde de Mamadou Tandja l'image d'un panafricaniste, d'un nationaliste, un nationalisme, j'allais dire, très aigu, de quelqu'un qui est ancré aussi dans la tradition africaine. Et d'ailleurs, c'est avec cet aspect que j'avais mis en avant pour qu'il accepte la libération de Moussa Kaka. Tout le monde avait échoué sur ce dossier, alors que les autorités françaises et beaucoup d'autres, je me souviens, la ministre Gérardin qui l'avait rabroué, j'étais allé avec l'accord des autorités de RFI pour négocier donc la libération de Moussa Kaka, et on discutait, c'était assez tendu, très dur. On avait exploré toutes les voies au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau international. Et dans la discussion qu'on avait eue, à un moment donné, j'avais mis en avant le fait qu'il était mon neveu, et son directeur de cabinet qui était à côté avait sursauté. Il était mon neveu parce que sa mère est Peul et que moi-même je suis Peul, et qu'il ne devrait rien me refuser qu'au nom de cet élément de tradition, la confiance doit régner entre nous. Ce que je lui proposais était quelque chose d'assez sûr pour lui et pour RFI, et c'est là qu'il a cédé. Ce n'était pas un négociateur facile. Oui, c'est quelqu'un de très rigide, c'est un militaire colonial qui était toujours tout droit dans ses bottes, dur, ferme sur ses positions, et surtout les positions où il fallait affirmer son nationalisme. Je me souviens qu'un jour, alors que j'étais dans son bureau, son directeur de cabinet est venu lui faire part d'une invitation sur la célébration du cinquantenaire des indépendances en France. Il avait piqué une colère en ma présence. Il ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il fallait que des chefs d'État africains se déplacent en France pour aller célébrer le cinquantenaire des indépendances. Et pour lui, il fallait oublier ça. Il m'avait demandé quel âge j'avais. J'avais évidemment moins de 50 ans. Il dit alors pourquoi est-ce qu'on doit vous rappeler que vous avez été colonisé par la France? Et il maudissait tous les chefs d'État qui iraient donc à cette célébration. Il avait refusé d'aller en France, et il disait de Sarkozy que c'est lui qui a quelque chose à chercher au Niger, c'est à lui de venir au Niger. Et effectivement, Sarkozy avait fait un tour pour une visite d'une journée, pour discuter avec lui. Tamestel, quelqu'un aussi qui était très reconnaissant, très honnête. Je me souviens que lorsque le PDG de RFI le remerciait pour ce qu'il avait fait comme geste en acceptant de libérer Moussa, il avait répondu au PDG en ma présence que non, c'est pas lui qu'il faut remercier, c'est plutôt moi, Alpha Barry, qu'il fallait remercier, parce que c'est moi qui ai fait des efforts pour qu'on en arrive là. Ce qui est rare chez les chefs d'État, chez les autorités qui aiment plutôt qu'on les félicite, qu'on leur attribue les victoires ou qu'on leur attribue tout ce qui est positif. Lui avait plutôt dit non. Donc c'est quelqu'un qui avait cette honnêteté-là. C'était là donc le témoignage de l'actuel ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry, qui était également l'ancien correspondant de RFI. C'était des propos sur RFI ce jour dans son édition Africa Midi. La 33e session du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires d'experts de l'Afrique de l'Ouest a tenu sa session aujourd'hui ici au Niger. Une rencontre organisée par la Commission économique pour l'Afrique de l'Ouest, c'était ici à l'hôtel Bravia de Niamey. Objectif, c'est de maximiser les investissements pour optimiser les dynamiques démographiques dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Précision avec Nafissa Yahya et Abokar Souley. Cette rencontre virtuelle, la deuxième du genre qu'organise la Commission économique pour l'Afrique CEA, à l'endroit des hauts fonctionnaires et experts des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, rentre cette fois-ci dans le cadre de la maximisation des investissements pour optimiser les dynamiques démographiques dans le contexte de la COVID-19. Cette réunion, dont l'objectif est d'amener tous les États membres représentés au plus haut niveau. Comme le nom l'indique, ce sont les hauts officiels, les hauts fonctionnaires de nos États membres et les experts, pour discuter de la problématique de maximiser les investissements, pour relever le défi de Covid-19
pour pouvoir, autant que faire se peut, appuyer nos pays à réfléchir non seulement à adresser ces différentes problématiques, mais à pouvoir formuler des réponses idoines. C'est un contexte d'incertitude, mais un contexte aussi qui dit crise, dit vraiment la possibilité de rebondir. Comme on le sait, la crise est une destruction créatrice. Et à ce titre, nous pouvons espérer que nos politiques, nos pays, eu égard à leur engagement, eu égard aux différentes réponses qu'ils ont mises en place, qui sont vraiment sur la bonne voie pour reconstruire dans une relance qui soit inclusive, reconstruire une relance qui soit durable, une relance qui puisse vraiment plus ou moins construire la résilience de nos pays. Donc ce qu'on attend de cette réunion, qui regroupe 200 délégués de différents niveaux, c'est de pouvoir, au terme de ce temps, avoir des politiques, des mesures qui permettent à appuyer nos pays à reconstruire de manière durable, de manière inclusive nos économies et nos tissus sociaux. Pour la coordinatrice résidente des Nations Unies au Niger, le choix de ce thème est d'autant plus opportun que la dynamique démographique de la sous-région ouest-africaine constitue de plus en plus un défi majeur de développement durable. En effet, selon les travaux de la CEA, une proportion importante des pays de la CEDEAO se trouve au stade embryonnaire de la capture du dividende démographique. Ce retard de la sous-région serait dû, entre autres, à la faible qualité de l'éducation et partant du capital humain dont on sait qu'il est essentiel pour une meilleure productivité du travail et la création de richesses. L'Afrique doit non seulement capitaliser les succès et les bonnes pratiques enregistrées lors du cycle de mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement, mais surtout tirer leçon des défis et des faiblesses auxquels les pays ont eu à faire face. À cet effet, le déficit de financement des investissements structurants a été déterminant dans les contre-performances des pays, ce qui a suscité en juillet 2015 l'adoption du programme d'action d'Addis Abeba sur le financement du développement afin d'y remédier durant le cycle de mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le ministre nigérien du budget et de la planification nationale et le représentant de la ministre nigérienne du plan, partenaires dans cette vision, ont enfin réitéré leur adhésion pour maximiser les investissements afin d'optimiser les dynamiques démographiques dans la sous-région ouest-africaine. Merci Nafissa Yahya. L'opération de distribution des cartes d'électeurs se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Ici à Niamey, l'opération a débuté le 15 novembre dernier dans les sites et chez les chefs des quartiers. Les électeurs ont encore un peu plus de 10 jours pour retirer le leur. Nos confrères du studio Kalangou ont fait le tour au quartier Bobiel pour voir comment cette opération se déroule dans ce quartier. S'il vous plaît. J'ai eu ma carte. Hier, j'ai passé, c'est aujourd'hui que j'ai pu récupérer ça. Inch'Allah, où je vais voter. En tant que citoyenne, je dois accomplir mes devoirs de citoyenneté. Oui. C'est la seule raison. C'est la seule raison. Et maintenant, quelles sont vos attentes à l'endroit du sera élu? Bon, mon souhait, c'est qu'il soit à l'écoute des pauvres. La femme, elle doit être respectée. Qu'il respecte la femme. Le respect, les droits de la femme par rapport à tout, par rapport à égalité de salaire, égalité dans la gestion de l'administration. Tout ça, ils prennent ça en compte. Parce qu'actuellement, nous sommes plus nombreuses que les hommes. Donc, il n'a qu'à essayer de voir d'équilibrer. An zaɓa mana shugaba yana son shugaba wanda zai muna aiki tsakani da Allah, wanda zai so talakawa, zai musu abinda duka suke so. La situation des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey au centre d'un point de presse cet après-midi du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey, Yonoun qui exige du gouvernement de trouver des solutions aux problèmes soulevés,
notamment des problèmes qui datent de longtemps. Cet après-midi, ces étudiants se sont retrouvés pour une fois de plus à rappeler aux autorités ces revendications qui sont toujours coincées quelque part. Un extrait avec un membre du comité exécutif. Le comité exécutif de Lyonoun interpelle une fois de plus le gouvernement de la 7e République quant à son insouciance vis-à-vis de la dégradation continue des conditions de vie et d'études à l'université Abdou Moumouni de Niamey. En effet, il n'est un secret pour personne que sur le plan académique, les étudiants font face à des années académiques sans début ni fin. Au chevauchement d'années et des semestres s'ajoute l'insuffisance criarde des infrastructures qui impose à nos camarades à suivre les cours sur les fenêtres, quelquefois assis même le sol. Au regard de cette situation alarmante, assez connue des autorités au plus haut sommet de l'État, le comité exécutif de Lyonoun rappelle au gouvernement pour une dernière fois les engagements qu'il a pris sur la satisfaction desquels Lyonoun n'entend pas transiger. Il s'agit entre autres au plan académique la révision de la réforme suicidaire et en contradiction flagrante avec les principes cardinaux du LMD aux besoins desquels elle est pourtant censée répondre. Cette réforme engagée unilatéralement par le gouvernement à travers le MESRI ne fera que resserrer le goulot du retard académique déjà tyrannique. L'équipement du fameux amphithéâtre 1000 places de la faculté des sciences et techniques qui a fait déjà 1 an d'existence inutile par faute d'équipement dans une université où les camarades prennent les cours à même le sol. Le lancement des travaux de construction de l'amphithéâtre 1000 places de la faculté des lettres et sciences humaines qui regorge environ 10 000 étudiants pour un total de 3 amphithéâtres dont le plus grand a une capacité d'accueil de moins de 400 places. À noter que la L1 fait à elle seule environ 3 000 étudiants, auxquels vont bientôt s'ajouter environ 4 000 nouvellement venus. Au plan social, le démarrage des travaux de construction du bâtiment de 600 lits pour pallier les problèmes liés au manque de logement, le traitement avec révision des critères et affichage des listes, ainsi que le paiement de la subvention dans un délai record, l'accélération du paiement de la 3e bourse ainsi que la programmation de la bourse des vacances. Au regard de tout ce qui précède et au vu de la démarche du comité exécutif de Lyonoun, considérant l'urgence de toutes ces questions, le comité exécutif de Lyonoun exige du gouvernement la concrétisation sans délai de ses engagements, sans quoi le gouvernement sera tenu pour seul et unique responsable de tout ce qui adviendra. Par ailleurs, le comité exécutif de Lyonoun lance un appel à la mobilisation générale à l'endroit de l'ensemble des militantes et militants de Lyonoun, car les jours à venir seront déterminants dans la lutte pour l'amélioration de nos conditions de vie et d'études. La 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'organisation du Conseil islamique OCI va se tenir ici à Niamey du 27 au 28 novembre prochain. À cette occasion, le président du Cachemire est à Niamey. Il a donc accordé ce jour même un entretien à la télévision Labari, un entretien que je vous propose de suivre. Très bonne réception. First, I want to say that how pleased I am to be in Niger. This is my first visit. L'objet de sa visite aujourd'hui est, tout d'abord, il est heureux d'être ici présent au Niger. Et parce que la relation entre le Pakistan et le Niger est une relation très solide. Et des années de cela, le Pakistan et spécialement le Jammu et Cachemire, ils ont une solide relation entre le Niger et le Jammu et Cachemire. Et aussi le Niger a été un pays fondateur dans le cadre de l'OCI. Et maintenant, aujourd'hui, sa visite se base sur les droits humains. C'est une des raisons pour laquelle il est ici actuellement.
OIC contact on Jammu and Kashmir. Mr. Hamid Al-Ghabid used to be Secretary General for years. Et cette conférence est importante parce qu'il est organisé par un pays intime de Jammu et Cachemire, qui est le Niger. Et aussi un des membres de cette OCI était M. Hamid Al-Ghabid, donc qui représentait un leader dans cette lutte pour cette conférence. And it is being held while the rest of the world, the people of Jammu and Kashmir and the state of Pakistan, they believe in diplomacy. Une de ses principales demandes est que Jammu et Cachemire le conflit doit être résolu. Par exemple, l'appel d'un référendum qui peut être organisé dans ce cadre. L'Inde a tout fermé, et toutes les relations diplomatiques avec Jammu et Cachemire. Pour cela, il demande aux organisations internationales, l'Organisation des droits de l'homme, de faire quelque chose dans ce cadre. The people of Jammu and Kashmir should be asked through a referendum about their own political will. First thing is awareness raising. The people should be aware of the situation, because everybody is going through this. Leur objectif à travers cette conférence est de s'assurer que tout le monde soit au courant du cas de Jammu et Cachemire. Par exemple, à travers cette conférence, ils vont pouvoir avoir un soutien au niveau des organisations internationales, comme je disais tout à l'heure, et un support pour que l'Inde, qui actuellement est sur l'occupation des territoires de Jammu et Cachemire, l'Inde soit mise hors du territoire. Et puis aussi, ils vont aussi continuer à faire plusieurs séries de rencontres en vue dans le même cadre dans le cadre de Jammu et Cachemire. The OIC Secretary General, the Independent Permanent Commission, Human Rights Commission of the OIC. The situation is terrible. The occupied territory of Jammu and Kashmir. La situation de Jammu et Cachemire est désastreuse actuellement. Depuis août 2019, plus de 900 troupes ont occupé les territoires de Jammu et Cachemire. Et ils ont procédé à des destructions des maisons. Et par exemple, les voies téléphoniques, les moyens de transport ont été suspendus. Et aussi, il y a eu beaucoup de porteurs disparus. Il y a eu une violation de ce qu'il appelle de ligne de contrôle, qui a causé plus de 600 000 personnes qui ont été affectées par le feu. Et vu que l'Inde et le Pakistan sont deux pays qui sont deux puissances, qui ont des armes nucléaires, et il craint que ça va engendrer un problème dans le futur. Unprovoked fire across the line of control. There is this line of control or ceasefire line between Azad Kashmir and the Indian occupied Jammu and Kashmir. I mentioned Niger. Let me give you a comparison. I'm told that the total population of Niger. La population du Niger est à peu près 23 millions d'habitants, et puis celle de Jammu et Cachemire est à peu près 14 millions d'habitants. Et tu t'imagines une fois qu'on amène des étrangers qui viendront s'installer illégalement au Niger, et quel problème ça va poser. Par exemple, il avait évoqué le fait qu'à Jammu et Cachemire, il y avait beaucoup d'Indiens qui ont été amenés vers Jammu et Cachemire juste pour changer la composition démographique. Et cela a beaucoup une répercussion sur la vie des gens de Jammu et Cachemire. They have vowed that they would continue the struggle until they get their right to self. You have had stability, and we wish you development. We wish you success. Récemment, le gouvernement pakistanais a commencé à dénoncer toute activité terroriste. Et aussi, il y a eu la création de 86 camps contre le terrorisme. Si tous les pays arrivent à se mettre ensemble, ils parviendront à lutter contre le terrorisme.
It's a global challenge, and in fact, many nations are being threatened by terrorism.